Les partis politiques font leur analyse du message du président du Faso à la nation à l'occasion du Nouvel An. Alors que la majorité parle d'un discours d'espoir, l'opposition estime que c'est un discours d'échec qui a été servi au Burkinabé. À suivre également quelques réactions des citoyens burkinabés sur le message du chef de l'État. Plus de 80 cas, dont 3 décès, ont été enregistrés aux urgences traumatologiques du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo durant les fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Les cas de toutes urgences confondues ont été pris en charge dans de bonnes conditions grâce à un dispositif mis en place à cet effet. Le bilan à suivre dans ce journal. À l'étranger, la Californie autorise désormais la vente libre du cannabis. L'État le plus peuplé des États-Unis permet à ses citoyens d'acheter le cannabis pour un usage récréatif. La Californie devient ainsi le plus gros marché mondial de ces drogues et pourrait engranger près de 6 milliards de dollars d'ici à 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, sachez que le Premier ministre a reçu cet après-midi l'Union des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur. La structure affirme que les parents d'élèves sont dans l'inquiétude face aux grèves récurrentes et l'incivisme dans les écoles et les universités burkinabées. Les échanges avec Paul Kabatseba ont donc porté sur les voies et moyens de sortir de cette situation. On fait le point de cette audience avec Césaire Carfo et Tanga Kafandou. L'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina, UNAPSB, chez le Premier ministre Paul Kabatseba. Raphaël Ouedraogo et la délégation qui l'accompagne sont venus plaider pour l'accélération du processus de dialogue avec le syndicat des enseignants en grève depuis quelques semaines. Nous lui avons fait comprendre les craintes et les inquiétudes que nous, parents d'élèves, nous avons au regard donc de ce que je viens de vous dire, grève récurrente, sitting, marche meeting, depuis quelques semaines que nous vivons, que nous constatons au niveau donc, de nos universités, au niveau donc, de nos écoles primaires et secondaires. Nous souhaitons que la rentrée scolaire qui doit en principe avoir lieu le 4 janvier prochain, qu'elle soit plus sereine, que nos enfants reprennent sereinement le chemin de l'école, le chemin donc, des cours, qu'il y ait donc des évaluations, qu'il y ait donc des cours et que les choses reviennent à la normale afin que les parents d'élèves et d'étudiants qui ont consenti à d'énormes sacrifices pour le bien de leurs enfants, de leurs élèves, ne soient pas vraiment mis en pâture. Selon le président de l'UNAPSB, des actions sont en train d'être menées dans les 13 régions du Burkina pour la résolution des crises et de l'incivisme en milieu scolaire et universitaire. Et l'association attend un accompagnement du gouvernement burkinabé. 2018, une année pleine d'espoir avec la réalisation de plusieurs projets. C'est le président du Faso qui l'a annoncé dans son discours du Nouvel An. L'adoption de la nouvelle constitution, la réforme de la fonction publique burkinabé, la lutte contre l'incivisme et le terrorisme sont autant d'engagements pour 2018. Comment ces promesses du chef de l'État sont-elles appréciées par les partis politiques? Élément de réponse avec Issaka Ouedraogo et Tanga Kafandou. Le discours du président du Faso est diversement apprécié par les différentes formations politiques. Pour le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, il s'agit d'un diagnostic sans complaisance de la situation sociopolitique nationale. À peine 20 jours après son installation officielle, tout le monde a suivi et les attaques meurtrières, les terroristes à Ouagadougou. Passé cela, au cours de l'année 2016, après 2017, nous avons encore vécu ces attaques. Donc, il a souligné cet aspect-là. Et également, le fait que l'incivisme persiste. Or, à son discours, lorsqu'il a été installé officiellement, il est revenu là-dessus. Donc, l'incivisme est là. C'est là, on ne peut pas développer un pays dans l'incivisme. L'UPC, l'Union pour le changement, elle, voit dans ce discours un aveu d'impuissance. Le problème, c'est qu'en 2 ans, nous ne voyons rien venir. L'UPC ne les donne pas. Nous ne disons pas qu'ils sont responsables en totalité. Nous disons qu'ils sont venus trouver des problèmes, qu'ils étaient venus pour résoudre. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils sont venus pour résoudre. S'ils ne peuvent pas résoudre, là c'est un autre problème. En 2018, le président annonce de grands projets, de grandes réformes, surtout pour répondre à la fronde sociale. Et le MPP voit en cela une nécessité vitale. De mémoire des Burkinabés,
On n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu cela. Et ce n'est pas une bonne image pour nous, ce n'est pas une bonne image pour le développement même du Burkina Faso. Le dialogue social va continuer, mais il faut que les gens mettent de l'eau dans leur vin. Lorsque vous prenez le Burkina Faso, nous avons 170 000 fonctionnaires avec une masse salariale qui va au-delà, pour 2018, de 631 milliards de francs CFA, pratiquement 35 à 40% des recettes propres du Burkina Faso. Ça la pose problème de développement. L'UPC, elle, n'y croit pas et trouve qu'elle n'avait pas été écoutée. Dès janvier 2016, l'UPC avait dit que le MPP avait allumé la flamme de la fronde sociale en accédant à la requête des magistrats. Nous avons dit à l'époque que nous n'étions pas contre les magistrats, nous étions contre la formule du gouvernement. Quelle que soit les décisions prises par la transition, un pouvoir devrait pouvoir s'asseoir et annuler les problèmes. Parce que si vous accédez au problème d'un corps, un autre corps va se manifester. Pour ou contre, croire ou ne pas croire, tel est le principe du jeu politique et les acteurs l'ont exprimé. Les citoyens burkinabés font également leurs commentaires sur le contenu du discours du président du Faso à l'occasion de la nouvelle année. Dans les réactions des citoyens, il y a ceux qui sont satisfaits des promesses du chef de l'État. Il y a aussi ceux qui affirment être restés sur leur soif après avoir écouté le message du président du Faso. Écoutons quelques réactions recueillies dans les rues de Ouagadougou. Ce que j'ai plus retenu, c'est les différents engagements et tout ce qu'il y a comme grand chantier à entreprendre en 2018. C'est surtout ça qui nous a retenus. Mais particulièrement, c'est surtout du côté de la paix sociale. Parce que pour moi, sans paix sociale, tout ce que nous voulons comme développement, ça ne peut pas se réaliser. Je pensais qu'à leur arrivée, j'allais nous présenter en tout cas une nouvelle grille qui va arranger tous les travailleurs du public ou du privé. Voilà, avec les syndicats, s'ils s'entendaient, c'est un principe là, c'est à laisser ou apprendre. En tout cas, ça serait mieux. Sinon, individuellement, là, vraiment, je sais que ça ne serait pas facile. Il y a bien des problèmes qui sont là, sur lesquels on veut que le président se prononce. Voilà, c'est ce qu'on aurait voulu. Voilà, pour le problème des enseignants, le problème des enseignants qui sont là présents. Voilà, vous convenez avec moi que tout le monde est parent d'élèves. Les enseignants sont des parents d'élèves, les médecins, tout le monde est parent d'élèves. Et c'est un problème qui est crucial, voilà, auquel il faut faire face aujourd'hui. Allez-y en province, vous allez voir les réalités. Nos petits frères qui travaillent sur des paillotes n'ont même pas de bancs sur lesquels s'asseoir pour travailler. Le minimum des conditions ne sont même pas là. Et on veut que les enseignants n'ont qu'à travailler, avoir de résultats. Ce que j'attendais de lui, c'était véritablement d'organiser les états généraux de la fonction publique pour, j'allais dire même faire table rase de tout ce qui s'est passé là, de façon à ce que, de façon consensuelle, on puisse s'entendre sur le niveau de traitement général des fonctionnaires. Et moi, depuis tout le temps qu'il y a ces grèves perlées là, je m'étais dit que si on avait commencé par là, nous aurions évité toutes ces grèves que nous avons vécues et qui véritablement n'ont pas permis au pays d'avancer. Vraiment, je n'ai pas écouté. Bon, le fait que je n'ai pas écouté aussi, c'est parce que chaque année, c'est le même truc qui se répète. Il n'y a pas de changement. Bon, donc ça ne m'a pas donné envie de l'écouter. Le Front social en 2017, on en parle dans ce journal, avec plus d'une dizaine de mots d'ordre de grève lancés. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Front social a été très actif en 2017 au Burkina Faso. On retiendra surtout les grèves au ministère en charge de l'économie, au ministère de la Santé et à la police nationale. Retour sur ces faits avec Ismaël Diloma Sirima. Une dizaine de mots d'ordre de grève a marqué le pays des hommes intègres au cours de l'année 2017. On se souvient encore de celui du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale pour une grève de 72 heures pour compter du 14 mars. Cependant, la veille, le SYNCHA et le gouvernement signent un protocole d'accord dans lequel est inscrit la construction d'un hôpital de grande capacité à Ouagadougou. Avant la grève du SYNCHA, le SYNAFI, le syndicat des agents des finances, a observé un arrêt de travail de 40 jours.
Jusqu'au 14 mars, le SINAFI a réclamé une redistribution équitable des primes de rendement, communément appelées fonds communs. 6 jours plus tard, soit le 20 mars, le syndicat des agents des impôts et des domaines reconduit sa grève de 120 heures qu'il avait suspendue le 18 décembre 2016 à cause des attaques de Nassumbu. Il revendique une amélioration des libertés démocratiques et syndicales, de même qu'une bonne gouvernance fiscale. Le 8 mai, le syndicat autonome des agents du Trésor paralyse l'administration avec une grève de 240 heures. Finalement, le 29 mai, une issue est trouvée entre le SATB et le gouvernement. Entre la grève des agents du secteur public, celle des transporteurs routiers est venue s'insérer le 4 août. Il s'en est suivi un mouvement d'humeur sur fond de grève illimitée à cause de certains propos tenus par le ministre de la Sécurité. Il a fallu une rencontre avec le président du FASO le 11 août pour que les routiers reprennent le service. L'une des grèves qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive est celle de l'UNAPOL, le syndicat de la police. Le 25 octobre, en signe de protestation, les policiers abandonnent leur position dans les frontières, les aéroports, les services et autres points stratégiques. Ils réclament des moyens pour assurer leur mission et aussi plus de transparence dans la gestion du compte 49 de la police nationale. Toujours en octobre, précisément le 26, la coordination nationale des syndicats de l'éducation conduit une grève de 48 heures pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Même son de cloche le 27 novembre, 15 syndicats de l'éducation nationale désertent les salles de classe pour battre le pavé. Ils demandent la valorisation des personnels de l'éducation et de la recherche, l'amélioration des conditions de travail et l'accès à l'éducation. L'année 2017 s'achève aussi avec des grèves. La dernière en date est celle du syndicat des travailleurs de l'action sociale. Une seconde grève de 96 heures s'est tenue du 19 au 22 décembre, après celle de 96 heures tenue le 21 novembre dernier. Et que retenir de l'année 2017 au plan international? Sur le continent africain, l'année écoulée a été marquée par le départ forcé de certains présidents, des crises politiques et la problématique des migrations. Hors de l'Afrique, d'autres événements ont marqué la scène politique internationale en 2017. Plus de précisions avec Vincent Tchendrebego. Des techniciens de 3 départements ministériels, à savoir l'eau et l'assainissement, l'urbanisme et l'habitat, l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, sont réunis pour valider leur politique sectorielle environnement, eau et assainissement. Un document stratégique pour des actions dans ces secteurs dans le cadre du PNDS. C'est un document de politique, donc ça donne des orientations, ça donne des espaces où il faut évoluer pour pouvoir effectivement régler le problème du développement, le problème de bien-être de nos populations dans le secteur environnement, eau et assainissement. En parcourant le document, le ministre Ambroise Ouedraogo relève des actions fortes dont la mise en œuvre pourrait améliorer les conditions de vie des populations. Vous avez l'environnement, vous avez l'habitat, vous avez l'eau. Reconnaissez que ces 3 secteurs-là sont des secteurs qui impactent de façon très sensible et de façon très pertinente les conditions de vie des populations, qu'elles soient rurales, qu'elles soient urbaines ou qu'elles soient semi-urbaines. Donc l'objectif principal, c'est améliorer le cadre de vie de ces populations de façon durable par des infrastructures de qualité et des infrastructures résilientes. Tirant les leçons des expériences passées, le document est riche en propositions et recommandations selon Ambroise Ouedraogo et implique les acteurs à tous les niveaux. Vous venez plutôt de suivre un reportage sur 3 départements ministériels qui s'engagent à améliorer les conditions de vie des Burkinabés dans les domaines de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement. Il s'agit évidemment du ministère en charge de l'environnement, celui en charge de l'eau et celui en charge de l'assainissement. Ces 3 ministères ont donc adopté une politique sectorielle à travers laquelle des actions seront menées conformément aux objectifs du plan national de développement économique et social. Nous allons tenter de suivre donc la rétrospective au plan international dans une présentation de Vincent Tchendrebego.
2017 a connu l'éviction de certains dirigeants africains de la tête de leur pays. D'abord en Gambie où Yaya Jammeh tentait de se maintenir malgré sa défaite aux urnes est finalement contraint au départ sous pression de la CEDEAO. Plus récemment au Zimbabwe, le plus vieux chef d'État en exercice, Robert Mugabe, est forcé de prendre sa retraite suite à une intervention de l'armée qui a mis fin à 37 ans de pouvoir sans partage et aux velléités de la première dame de succéder à son mari. Au cours de cette année, l'actualité du continent a été alimentée par la crise politique en RDC, où le président Joseph Kabila joue les prolongations aux grandes dames de l'opposition politique et de l'Église catholique. Pendant ce temps, le corps de l'opposant Étienne Tshisekedi s'éternise à l'étranger. Le Togo n'est pas en reste, pays où pouvoir et opposition sont en désaccord total sur des réformes constitutionnelles, touchant surtout aux modes du scrutin et à la limitation des mandats présidentiels. La question des migrants a aussi marqué l'actualité du continent avec la révélation de marchés d'esclaves en Libye, ce qui a provoqué l'indignation à travers les capitales. L'année se termine avec l'élection de l'ancien footballeur George Weah à la tête du Libéria, fin de mandat pour la première femme chef d'État en Afrique, Ellen Johnson Sirleaf. Au plan international, une nouvelle figure arrive à la tête de la première puissance mondiale et entreprend des mesures des plus spectaculaires, à commencer par la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et plus récemment la reconnaissance de Jérusalem par Donald Trump comme capitale d'Israël à la surprise générale de la communauté internationale. Pendant ce temps, le régime de Pyongyang multiplie les provocations avec ses tirs balistiques et ses essais nucléaires, et l'onde des réactions se propage jusqu'à Ouagadougou. Et puis 2017, année de débâcle de l'État islamique, traqué par la coalition internationale et qui a perdu ses bastions en Irak comme en Syrie. Intéressons-nous à présent au bilan des fêtes de fin d'année et du nouvel an au niveau du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Les urgences traumatologiques de cet hôpital ont enregistré plus de 80 cas avec malheureusement 3 décès. En dehors des décès, les cas enregistrés ont été pris en charge sans difficulté et ce grâce à un dispositif mis en place pour de pareilles circonstances. Nongba Kouda et Sanoua Christine Koulibaly. Urgence traumatologique du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. C'est un calme relatif qui règne ici en cette fin de matinée du 2 janvier. Une ambiance qui tranche avec celle du 31 décembre et du 1er janvier. Du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018, à 8 heures au plus tard, nous avons reçu 51 cas. À la date du 1er janvier 2018, jusqu'au 2 janvier à 8 heures. Nous avons totalisé 33 patients. C'est tous les cas d'urgence possibles, mais c'est beaucoup plus les cas d'accident. Voilà, sinon on a tous les cas, tous les types d'urgences possibles que nous avons reçus. Les statistiques que je vous donne là, c'est au niveau de tous les services d'urgence. Alors donc, dans cette deuxième vague de patients que nous avons reçus, du 1er au 2, on a enregistré 3 décès. Un total de 84 cas plus ou moins graves dont la prise en charge s'est faite sans souci. Alors, vous l'aurez constaté à l'analyse du bilan que j'ai fait, ça veut dire que les prises en charge ont été normales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dispositifs que nous avons habituellement est à même de faire face à ce genre de situation. Toujours est-il que nous avons des équipes de garde, nous avons des équipes de permanence qui sont assez réactives. Donc, nous avons visité les services le 31. Nous avons reçu aussi la visite de M. le ministre de la Santé qui est venu s'enquérir vraiment de l'état de santé de ceux qui étaient déjà là. C'est vrai qu'il y a des difficultés par-ci, par-là, mais nous pensons que pour l'essentiel, nous avons été à la hauteur de la prise en charge. Toujours est-il que quand nous sommes débordés, si ça arrivait que nous soyons débordés, nous avons un plan d'urgence. Après cela, c'est ce que nous appelons le plan blanc qui permet de faire appel aux équipes qui sont considérées comme de réserve ou en réserve. On leur fait appel pour appuyer ceux qui sont déjà là. Mais dans l'ensemble, je pense que nous avons pu contenir les urgences qui sont venues à l'hôpital Yalgado. Malgré les campagnes de sensibilisation et l'interdiction d'importer et de commercialiser les pétards, ils ont encore fait des victimes. Selon les sources hospitalières, un jeune homme s'est vu amputer 3 de ses doigts du fait de ces explosifs.
Les personnes du troisième âge étaient à l'honneur le 30 décembre dernier à Réau, dans la province du Sanguier. Une journée dite de convivialité a été organisée à leur intention par l'association PIA, une association qui œuvre pour le mieux-être des personnes démunies. Ce fut un moment de partage, de distraction et de distribution de produits de première nécessité à plus de 200 personnes âgées. Pawadrogo Jean Zongo, Sanoa Christine Koulibaly. À même le sol, avec une canne ou encore avec l'aide d'autrui, ces personnes du troisième âge tiennent à vivre pleinement ces moments qui leur sont dédiés. Des moments de convivialité voulus pour elles par cette dame, pour qui on ne donne pas parce qu'on a, mais parce qu'on aime. Vous convenez avec moi que les temps sont durs, c'est partout. Ce n'est pas seulement chez nous. Donc, il y a l'amour à quelque part et tu as la force de se donner même pour les autres. Au retour, on se sent payé parce qu'on a la tranquillité à soi. Une manière aussi pour Clarisse Missoni Cantiono de faire sienne la vision africaine qui fait de la personne âgée un symbole de sagesse et d'autorité. Je n'ai pas hésité un seul instant parce que c'est une activité de solidarité, de partage. Et ce sont des choses qui manquent de plus en plus dans notre monde. Ces personnes souhaitent plus de solidarité vis-à-vis d'elles. Elles souhaitent qu'elles soient prises en charge et elles souhaitent surtout qu'on mette en place les mécanismes pour qu'elles ne rentrent pas dans la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on leur apporte de quoi se nourrir aujourd'hui, mais il faut trouver un mécanisme pour les prendre en charge durablement. Pour cette journée de convivialité, plus de 200 personnes repartent avec des couchettes, des produits d'entretien et des vivres. Et c'est ainsi depuis 2004, date de l'engagement de la promotrice pour la cause des personnes défavorisées à travers l'association PIA. Une autre action de solidarité se profile à l'horizon, mais cette fois au profit des femmes victimes de l'excision. La styliste Mariam Souré compte soutenir une cinquantaine de femmes victimes de cette pratique à retrouver leur dignité. Pour y arriver, elle a organisé une soirée le vendredi dernier pour partager son ambition et surtout pour mobiliser les fonds nécessaires. Césaire Carrefour, Ismaël Diloma, Sirima. Une série de défilés de mode accompagnés de quêtes et de vente aux enchères, dans le but de donner le sourire à plus de 50 femmes victimes de l'excision. L'œuvre est de la styliste modéliste Mami Sor, qui attend à travers sa collection Wenpanga aider des femmes à réparer des séquelles provoquées par l'excision. C'est pourquoi est-ce que j'ai décidé d'orienter le thème vers ce volet-là, pour mettre la lumière déjà sur la nécessité d'arrêter l'excision, mais surtout mettre la lumière sur la nécessité de réparer les femmes et surtout apporter l'information aux femmes, surtout du milieu rural, qu'elles peuvent être réparées. Et celles qui n'ont pas les moyens, qui pourront bénéficier de notre collecte de fonds. Mariam Lamizana, engagée dans la lutte contre la pratique de l'excision, félicite et encourage Mami Sor pour son initiative. C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai eu à prendre part à cet événement, qui est en fait une levée de fonds pour soutenir une cause noble pour laquelle nous sommes engagés. Et on souhaite qu'il y ait un relais. On souhaite qu'il fasse boule de neige, que l'action puisse avoir un effet de boule de neige qui puisse entraîner toute la communauté. Mami Sor Fashion est à sa deuxième édition. La première, tenue en 2016, a consisté à aider des femmes et des mineurs incarcérés à la Mako. Pour cette année, les fonds récoltés et le processus de répartition n'ont pas encore été communiqués. Marie Gaïeri remporte le Grand Prix de la chanson traditionnelle. Elle a survolé la compétition et s'impose comme lauréate de cette édition face à 4 autres concurrents. Rappelons que le Grand Prix de la chanson traditionnelle est une initiative du ministère en charge de la culture pour promouvoir la musique traditionnelle burkinabé. Cette année, l'épilogue de la compétition s'est déroulé le vendredi dernier à Zignaré dans le plateau central. Gérard Sommet et Omar Zambri. Marie Gaïeri en prestation à Zignaré. Nous sommes à la finale d'une compétition de chansons, le Grand Prix de la chanson traditionnelle. Comme Marie Gaïeri, Awayibo Koulibaly, Limata Ouedraogo, Niamba David et Thérèse Linga, au total 5 vedettes de la chanson traditionnelle en compétition pour la première place. À la fin, le verdict tombe.
5e. Awa Yigo Ouedraogo Alimata, 4e. 3e, Miamba David. 2e, Lenga Thérèse. À la tête, Marie Gaïri avec 16,66 sur 20. Et c'est tout fièrement que la lauréate accueille cette première place. Je suis très contente d'avoir reçu ce premier prix. Cela va me motiver à travailler davantage. Pour les responsables de la culture, le niveau de performance des artistes est acceptable. Des actions seront envisagées pour leur promotion. J'ai trouvé de très belles prestations. Il y a des talents confirmés qui sont réaffirmés. Et puis, j'ai vu des jeunes talents en train de monter. Nous avons actuellement un projet que nous allons soumettre aux autorités. Et nous avons aussi, ici, ce soir, il y avait des promoteurs culturels avec qui nous avons discuté, avec qui nous avons négocié, qu'ils puissent faire la promotion de ces artistes-là. La lauréate Marie Gaïri est une habituée des podiums. Elle détient le premier prix de la vedette en chanson traditionnelle de la Semaine nationale de la culture, SNC, édition 2016. Pour ce soir, elle repart avec la somme de 1 million de francs CFA. Actualité à l'étranger, au Nigeria, 700 otages détenus par Boko Haram se sont échappés des mains de ce groupe terroriste. L'information émane de l'armée nigériane, l'armée qui ajoute que ces ex-otages se trouvent actuellement dans la ville de Manguno, au nord du Nigeria. 700 personnes, otages de Boko Haram, ont fui leurs ravisseurs, selon l'armée nigériane. Ces personnes étaient retenues par les militants sur des îles du lac Tchad et sont arrivées dans la ville de Monguno, dans l'état de Borno, dans le nord du Nigeria. Dans ses vœux de Nouvel An, le président affirmait que le groupe est vaincu. Mais les djihadistes continuent de semer la terreur dans l'état de Borno. Lors du week-end, leurs combattants ont tué 25 bûcherons sur le site d'abattage du bois. Cette profession est soupçonnée par les terroristes islamistes d'espionner pour le compte de l'armée ou de milices. En Californie, l'État le plus peuplé des États-Unis, le cannabis est désormais en vente libre après la légalisation de la marijuana en 1996. Dans cette partie des États-Unis, la drogue peut désormais être achetée jusqu'à une certaine quantité pour un usage récréatif. Mais certaines restrictions sont prévues par la loi californienne en vue de prévenir les effets néfastes de la consommation du cannabis. C'est l'une des nouveautés de 2018 en Californie. Le cannabis est désormais en vente libre. L'État le plus peuplé des États-Unis avait légalisé la marijuana en 1996, mais pour usage médical uniquement. Désormais, la drogue peut être achetée pour usage récréatif. On est là depuis 5 heures du matin. On ne voulait pas manquer ça parce que c'est historique. Et je crois que c'est une bonne chose. Ça va aider beaucoup de gens, des populations différentes au fil du temps. Selon des experts, l'État devient ainsi le plus gros marché mondial de cannabis et les ventes pourraient générer près de 6 milliards de dollars d'ici 2021. Ça fait déjà un moment que j'y avais droit pour usage médical, mais ma carte a expiré, donc j'attendais le nouvel an avec impatience pour pouvoir venir en chercher. La loi californienne autorise chaque habitant à posséder un peu plus de 28 grammes de cannabis. Seule restriction, ne pas consommer la drogue en public, au volant ou à moins de 300 mètres d'une école. La Californie devient ainsi le 8e État américain à légaliser le cannabis pour usage récréatif. En Iran, le bilan s'est encore alourdi dans les manifestations contre le pouvoir en place. Plus de 10 personnes ont récemment été tuées dans des violences. On dénombre une vingtaine de morts depuis le début des manifestations jeudi dernier. Au moins 13 personnes ont été tuées en Iran dans des violences liées aux manifestations antigouvernementales qui agitent le pays depuis jeudi dernier. Un policier est décédé et 3 autres ont été blessés ce lundi dans le centre du pays, d'après la télévision d'État. À Doroud, dans l'ouest, un père et son fils de 14 ans sont morts dans un accident avec un camion de pompiers volé par des manifestants, d'après les autorités locales.
Après avoir appelé au calme dimanche, Hassan Rouhani a averti ce lundi que le peuple iranien répondrait aux fauteurs de troubles, une petite minorité d'après le président iranien. Ces manifestations contre le gouvernement et les difficultés économiques constituent la plus importante vague de contestation en Iran depuis 2009. Des manifestations de soutien au pouvoir ont également été organisées ce lundi dans plusieurs villes du pays. D'après les médias iraniens, environ 400 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement. Une centaine auraient été relâchées. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ruth Bini Ouattara vous retrouve à 22h30 pour les dernières actualités. Merci de votre fidélité à la RTV.